Ok, on avance dans la soirée, on va passer au dernier intervenant. Ce sera une intervention un petit peu plus longue parce que aussi peut-être plus complexe, en tout cas au niveau technique, qui du coup va être faite par Guillaume Helleux, qui est architecte actuellement, qui exerce en Chine, qui est venu presque exprès ce soir pour nous, et qui va donc, avec qui j'ai écrit un article d'ailleurs, qui s'appelle, enfin paru pardon, dans la revue Multitude, qui traite du rapport de technologie blockchain au post-capitalisme. Je ne vais pas rentrer dans l'article, mais il sera en lien sur le site de ressources. Et donc, on avait commencé à travailler ensemble, notamment à ce moment-là, sur les technologies blockchain. Et donc, Guillaume va essayer, c'est pas facile, mais d'expliquer de la façon la plus didactique possible le protocole blockchain et Bitcoin, les deux étant difficilement dissociables, et notamment avec une grosse partie sous forme de schéma pour que ce ne soit pas trop indigeste. Merci Guillaume. Merci, ça marche. Alors avant de commencer Bitcoin, on va voir que Bitcoin c'est lié énormément à l'économie et à la monnaie. Donc très rapidement et très brièvement, je vais faire un sort de petit slideshow sur l'histoire de la monnaie et l'histoire des échanges. Et après on va rentrer un peu plus dans le dur. Alors les échanges à l'origine ils sont assez simples. Ça fonctionne le troc, pas tiers de confiance, on échange des biens contre un autre. Le problème c'est que c'est tout sauf pratique. À partir de là, l'or est devenu une sorte de valeur universelle. Il faut savoir qu'avant l'or, il y avait bien d'autres formes de monnaie, des coquillages, des plumes, selon les cultures et selon les religions. Donc cette forme de valeur, elle fonctionne bien. L'or, les propriétés de l'or qu'on le retrouve dans Bitcoin, et pas forcément dans le dollar ou toutes les autres monnaies, c'est qu'elle est pérenne, infalsifiable, limitée, portable et divisible. Donc ces 5 propriétés-là, qui ne sont pas des propriétés qui définissent forcément une monnaie, mais c'est au moins des éléments qu'on retrouve entre l'or et Bitcoin. D'où l'appellation souvent d'or numérique. Donc la monnaie va faciliter les échanges dans le monde entier, tout le monde est content. Les premières formes de monnaie qui vont apparaître, donc ce qu'expliquait Marine plus tôt dans la conférence, donc on va voir les monnaies fiduciaires qui sont à l'origine en fait des certificats de propriété. Donc on voit par exemple, en haut de ce billet, c'est marqué Silver Certificate, donc c'est un certificat de possession d'or en banque ou d'argent dans cet exemple-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1971, Nixon met fin à l'étalon or avec la dissolution de Bretton Woods, et on voit que ce billet de dollar, qui est exactement le même, devient juste une réserve de monnaie fédérale. Donc si vous allez à la banque pour échanger ce billet, on ne vous donne plus de l'argent en échange ou de l'or, on vous donne le même billet, donc du papier. Donc ce billet-là, c'est ni plus ni moins qu'un billet de Monopoly. La valeur de ce billet-là est liée à l'économie qui sous-tend le billet. Et c'est là où on arrive que la monnaie qui avant avait une sorte de valeur entre guillemets intrinsèque qui était liée à un physique, donc à de l'or ou à un argent, et aujourd'hui une valeur extrinsèque qui est liée du coup à une confiance envers une économie. Quand l'économie va bien, la monnaie va bien. Quand l'économie va mal, la monnaie va mal. Au Venezuela avec le bolivar, l'économie va mal, la monnaie va très très mal. Donc une hyperinflation d'1 million de pourcents. Ils ont biffé les billets de 6 euros. Répercussion immédiate sur l'évolution de la valeur. Donc on voit ici le prix d'une once d'or en dollars. Donc à partir de l'apparition des dollars en 1775, donc on voit 175 ans d'une stabilité à peu près fixe. En 1971, les premiers dérèglements financiers apparaissent avec l'échange flottant. C'est-à-dire c'est là où on va apparaître les monnaies divisionnaires, donc pièces et billets, monnaies fiduciaires, les monnaies émises par les banques centrales, et la monnaie scripturale, ce qu'expliquait Marine, c'est-à-dire que c'est de la monnaie dette, donc c'est la monnaie dette. Jusqu'à la crise financière des subprimes qu'on a tous vu en 2008, avec des taux qui ont complètement été fous. Alors ça ressemble énormément à une sorte de bulle financière de Bitcoin, comme tout le monde a adoré le dire l'année dernière, sauf qu'en fait c'est le dollar, donc en fait c'est exactement pareil. Ça nous a mené tout droit dans la crise financière de 2008. Donc, par exemple, on a Lehman Brothers, pratiquement 700 milliards de dettes, avec 25 millions d'employés au chômage. Il faut savoir qu'une étude récente expliquait que la crise de 2008 a fait 1 million de morts, liées au fait que les gens ne pouvaient plus souscrire à la sécurité sociale. Donc, les taux de cancer ont explosé entre 2008 et 2009. Donc, ce n'est pas que de l'argent, il y a des morts derrière à la suite de ça et au dérèglement financier. Donc, petits éléments de contexte. Donc, je suis passé très vite, normalement c'est un peu plus long que ça, mais bon. La croyance donne la valeur à la monnaie. Le système de dette est une impasse, on l'a vu avec Marine. Perte de confiance envers les banques et les gouvernements. On peut regarder à Chypre, Grèce, tous ces pays-là. Prise de conscience de la virtualité de l'argent, numérisation du monde des échanges, et moitié du monde n'est pas bancarisé. Alors ça aussi,
peu de gens le savent, mais on a tous des comptes bancaires. En Norvège, on a pratiquement un taux de 100%. Mais dans les pays africains, en Amérique du Sud, même en Asie, près de la moitié de la population mondiale ne possède pas de compte bancaire, donc n'a pas accès aux outils que nous avons. Tout ça va favoriser Bitcoin. La révolution cypherpunk a déjà été très bien expliquée, donc je vais passer à côté. Respect de la vie privée. Alors, généralement ici on met une petite phrase de Hayek, donc l'économiste qu'on parlait. Je préfère celle de Buckminster Fuller, forcément c'est un architecte. Donc on ne change pas les choses en combattant la réalité existante. Pour changer quelque chose, construisez un modèle nouveau qui rendra inutile l'ancien. Et c'est là où le génie des cypherpunks, c'est qu'au lieu de vouloir combattre d'un point de vue révolutionnaire un système mis en place, le système capitalisme, ils ont proposé un système qui au final, on va le voir, se montre plus efficace, moins cher, plus rapide, plus sécuritaire. Et ce système-là a été même rattrapé par le capitalisme en place. Donc c'est une des seules utopies qui a réellement pris forme dans notre société. Donc les gens qui ont développé Bitcoin, on en a un peu parlé. Donc vous voyez par exemple Nakamoto, donc on ne connaît pas son identité. Shom, alors Szabo, on en a parlé. Anne Finlay, Adam Back et Waiday. Donc ce sont à peu près les 6-7 personnes qui ont vraiment travaillé au développement de Bitcoin en 2008. Ces personnes-là donc, se sont basées sur des technologies qui existaient déjà depuis un certain temps. Donc Ralph Merkley principalement sur la signature numérique et l'arbre de Merkley. Neil Koblitz sur la cryptographie sur les courbes elliptiques. Et Leslie Lamport sur les problèmes des généraux byzantins. Alors ça, c'était très majeur pour l'écriture de Bitcoin. Donc ces gens-là, on voit qu'ils sont nés dans les donc c'est des vieux, donc ils sont pratiquement tous les prix Nobel. Donc c'est des technologies extrêmement importantes, extrêmement complexes, mais c'est ça qui a fait permettre la naissance de Bitcoin d'un point de vue technologique. Le 1er octobre 2008, le white paper est publié. Donc le document publié par Nakamoto qui explique tout le fonctionnement du protocole Bitcoin. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est un document relativement court. Il y a 9 pages à peine, avec une petite page de notes. Donc il n'y a rien de très complexe. Enfin, c'est relativement compliqué, hein, c'est impossible à comprendre. Mais bon, pour quelqu'un qui est à peu près éduqué, qui comprend ce milieu-là, c'est relativement court. Le document-là décrit à peu près l'ensemble du protocole Bitcoin. Alors là, c'est important. On va faire une petite distinction linguistique, c'est-à-dire que déjà, il faut distinguer deux Bitcoin. Bitcoin majuscule, Bitcoin minuscule. Alors, Bitcoin avec un B majuscule, il va désigner un protocole informatique qui va utiliser un ensemble de technologies, donc les technologies qu'on vient de parler. Donc, par exemple, on a le pair à pair, l'arbre de Merkley, les fonctions d'hachage. Et ce protocole-là, il va mettre en place un registre de données. Donc, sur Bitcoin, ce registre de données va être un registre bancaire, entre guillemets bancaire, un registre de compte, qui va être incrémentable et distribué sur le réseau Internet. Alors, incrémentable, c'est ni modifiable ni éditable. Donc, incrémentable, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des données, on ne peut pas les modifier. On le voit parfaitement bien dans la maquette où c'est très dur d'enlever les jetons, mais par contre, on peut facilement les rajouter. Bitcoin avec une minuscule va désigner l'unité de compte qui va être échangée sur le réseau Bitcoin. Donc il y a donc une distinction entre Bitcoin qui désigne l'ensemble technologique et le protocole, et Bitcoin qui va être justement l'unité qui va être échangée sur le protocole. Alors, ce registre de... Alors, j'ai dit Bitcoin, c'est un registre de compte. Alors, un registre de compte, c'est comme un registre de compte bancaire, on le voit ici. Alors, c'est un grand livre de compte qui est distribué sur tout le réseau, sur tous les gens qui possèdent le réseau, qui sont en truc. Et ce livre de compte-là, il va être distribué et partagé par tous. Alors, c'est le plus important à retenir, et c'est ce qui est le plus compliqué à retenir sur Bitcoin. C'est que la seule matérialité des Bitcoins, c'est leur inscription dans le registre. Alors ça paraît simple, mais c'est relativement compliqué à concevoir. C'est-à-dire que quand les gens disent « j'ai perdu des bitcoins qui étaient sur ma clé USB » ou ce genre de choses, c'est que des abus de langage. Les bitcoins n'ont jamais bougé, sont toujours là, ils n'ont jamais été perdus, jamais été volés. Enfin, c'est des abus de langage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin, la seule matérialité, entre guillemets, parce que c'est une matérialité numérique, évidemment, c'est leur inscription dans un registre de données numériques partagées sur un réseau Internet. Alors, la manière dont est partagé ce registre. Alors, il y a différentes manières de distribution et d'interrelation. Si on reste sur le système un peu monétaire, on peut parler des systèmes centralisés. Alors, c'est le premier schéma qu'on a ici. Le meilleur exemple, c'est PayPal, ou Western Union, MoneyGram, tous ces exemples-là. Lisa qui va envoyer 5 € à Marc, elle va devoir passer par MoneyGram qui gère, ou Western Union qui gère cette plateforme-là, entre guillemets, qui prennent les 10%.
Deuxième système, donc ça c'est le système bancaire actuel, ce qu'on appelle un système un peu beaucoup plus polarisé. Donc Lisa va demander à sa banque Crédit Mutuel d'envoyer à la caisse d'épargne l'argent à Marc. Donc ce n'est pas décentralisé, c'est plutôt polarisé. C'est pour ça que je préfère le terme de distribué pour Bitcoin, qui on voit dans ce dernier schéma, où la nuance qu'on a avec les schémas précédents, c'est qu'on n'a pas de tiers de confiance. C'est-à-dire que quand Lisa envoie 5 bitcoins ou 5 euros à Marc, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux pour faire le pont ou pour authentifier la transaction. Donc centralisé, polarisé, distribué. Donc on est bien dans un monde de la distribution, de la décentralisation et de l'ouverture sur le monde. Donc on ne demande plus au gouvernement on essaie d'enlever la monnaie et l'économie des mains des gouvernements. C'est là où on revient sur la politique liée à Bitcoin. Alors ce livre de compte, alors ça c'est un livre de compte traditionnel, c'est ce qu'on caricature, c'est ce qu'on a chez nous. Donc Lisa à 150 euros, Paul 80, Alice 3600 euros. Elle a fait beaucoup d'économies. Mais par contre Marc, il n'est pas très bien Marc. Marc il est à découvert. Et on voit que là on peut être les découverts, c'est quelque chose qui est lié à l'économie, à notre économie globale. Donc ça renvoie évidemment à toute l'économie de la dette. Pour rappel, la dette mondiale c'est quand même 237 000 milliards de dollars. Comme l'expliquait Mathilde, la dette est absolument irremboursable, car ce sont des écritures scripturales. Donc, quand vous faites un prêt, c'est la banque crée vraiment la monnaie à partir de zéro et vous devez juste le rembourser plus. Donc, pour rembourser plus, il faut qu'il y ait d'autres monnaies qui soient créées. En fait, il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour rembourser la dette. Il faut faire plus de dettes pour rembourser la dette. Donc, c'est un effet boule de neige, serpent qui se mord la queue. Sur Bitcoin, c'est différent. On n'a pas un enregistrement des soldes, on va avoir un enregistrement des transactions. Alors, ce qui est important, c'est que quand je dis un enregistrement des transactions, c'est qu'on n'envoie pas de Bitcoin, personne n'envoie de Bitcoin à personne, on va ne faire qu'enregistrer un transfert de propriété. C'est-à-dire que vous allez être dans le registre, certaines personnes vont être propriétaires de Bitcoin, et vous allez dire que vous allez changer la personne qui est associée ou qui est propriétaire de Bitcoin. Bon, quand Lisa envoie 5 bitcoins à Marc, en réalité, elle dit est-ce que vous pouvez changer je suis propriétaire de 5 bitcoins, mettez que maintenant Marc devient propriétaire de ces 5 bitcoins-là. C'est pour ça que les bitcoins restent toujours dans le registre. Ils n'ont jamais sorti, personne n'a rien envoyé nulle part. Ils sont toujours restés dans ce grand registre numérique. Alors évidemment, ça rend les soldes négatifs impossibles, donc pas de découvert, pas tout ça sur Bitcoin. Donc plus d'économie de dette. Alors, à la différence du registre bancaire qui ne fait que représenter une valeur tierce, donc les euros que vous avez en banque ne sont qu'une représentation de valeur réelle que vous pouvez ressortir en billets ou en euros. Sur Bitcoin, l'inscription des Bitcoins dans le registre est la valeur elle-même. Donc c'est son inscription qui est la valeur. Elle n'est pas représentation de valeur, elle est valeur. Donc ça c'est pareil, c'est une petite notion à concevoir. Alors forcément, si Bitcoin c'est un transfert de propriété et que tout ça c'est public dans un registre, l'unité Bitcoin va posséder un historique traçable qui lui est propre. De fait, donc elle va perdre une partie de sa fongibilité. Et ça, c'est un gros problème de Bitcoin. C'est-à-dire que quand vous avez 1 euro, entre 2 euros, ce sont les mêmes. Vous n'êtes pas capable de connaître l'historique de ces euros-là, de ces 2 pièces d'euros-là. Sur Bitcoin, c'est un peu différent quand même. Alors, on va voir qu'il y a une sorte de pseudonymisation. Alors, il y a des choses qui sont un peu encryptées. Mais tout de même, on est capable, si on connaît les adresses des gens, on est capable de tracer tout l'argent et de savoir d'où vient l'argent. Donc, s'il y a une personne malveillante, on peut théoriquement, on ne peut absolument pas bloquer ses comptes, ce n'est pas possible, mais on peut dire, par contre, attention, vous venez de recevoir de l'argent de telle personne, on sait qui elle est, et genre de choses. Donc ça, c'est un problème qui est évidemment réglé par d'autres crypto-monnaies. On pourrait citer Zcash, mais il y en a plein d'autres. Mais la fongibilité, c'est quand même important pour la monnaie. Alors, comment sont enregistrées ces transactions dans ce registre? Alors, les transactions, elles ne sont pas enregistrées les unes après les autres, comme ça pourrait être très simple. Elles vont être enregistrées page par page, bloc par bloc. C'est-à-dire qu'on va faire un état des lieux du réseau à un instant T. On va prendre une page et on va écrire toutes les transactions qui vont se retrouver dans un instant. Donc, une page, donc c'est tout simple. En fait, au lieu de les écrire les unes après les autres, on va les compiler dans des pages. Ces pages, ça s'appelle des blocs. Ces blocs, ils ont certaines propriétés. Alors, ça a été défini d'une manière arbitraire, mais un bloc sur Bitcoin, ça fait 1 mégaoctet. Globalement, dans 1 mégaoctet, on peut mettre entre 1000 et 2000 transactions. Et ces blocs, ils sont édités toutes les 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes, il y a une nouvelle page qui est écrite. Donc, c'est un grand cahier, un grand livre de comptes. Et toutes les 10 minutes, on va écrire les nouvelles transactions qui ont été faites sur Bitcoin.
Alors les 10 minutes, c'est une moyenne de probabilité, c'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait avoir des blocs qui s'éditent au bout de 30 secondes ou d'une minute, mais on va expliquer un peu plus tard. Mais globalement, ça a toujours été 10 minutes, ça n'a jamais varié. Donc le 3 janvier 2009, on se trouve 4 mois après le white paper. Donc le premier bloc est publié. Le premier bloc a été créé à cette date-là. Une fois que le bloc est créé, il va se mettre à la suite les uns des autres. Donc les pages vont s'écrire les unes après les autres. Alors forcément, le premier bloc, il est tout seul vu qu'il n'y a personne derrière. Et donc ces blocs, ils vont s'enchaîner, créer une chaîne de blocs, donc une blockchain, tout simplement. Donc c'est un cahier, un livre de compte. Dans les pages, il y a des transactions et on écrit page par page. Alors forcément, ce grand registre-là, qui est un grand cahier, un grand livre de compte numérique, il va être en accroissement de données. Donc c'est qu'en termes de data, il va être de plus en plus lourd. Donc on voit par exemple qu'en 2012, ça faisait 600 mégas, la taille d'un film en mauvaise qualité. En 2014, 1 giga 3, 2016, 53 gigas, et aujourd'hui on arrive à 150 gigas pour le registre Bitcoin. Alors ça peut paraître beaucoup, mais bon, c'est vraiment rien à l'échelle de l'informatique. 150 gigas, si on devait prendre l'ensemble de l'économie mondiale, c'est peanuts. Alors, qui sont chargés d'écrire ces données et ces pages? Alors, c'est ce qu'on appelle les mineurs. C'est ces personnes-là qui vont être chargées d'écrire les nouvelles pages, d'écrire les nouvelles transactions qui ont lieu dans le réseau Bitcoin. Alors, un mineur, ça peut être n'importe qui. Alors là, on voit par exemple que Paul est un mineur qui a décidé d'aller télécharger le registre Bitcoin sur une plateforme open source, ouverte, donc à l'occurrence sur GitHub. Il me semble que c'est toujours GitHub pour Bitcoin. Donc il va télécharger ces 150 gigas du registre. Il va allouer de la puissance de calcul aux réseaux. Tous les mineurs vont faire ça et ils vont s'échanger les données entre eux. Alors là, ça peut paraître compliqué, mais c'est rien de plus compliqué que le torrent. C'est exactement pareil. Quand vous téléchargez le dernier épisode de Game of Thrones, légalement évidemment, vous échangez des données les unes aux autres. Donc les données sont évidemment répliquées et les personnes s'échangent entre elles. Alors les mineurs. Où est-ce qu'ils vont chercher les transactions? Alors ces transactions-là, les mineurs, ils vont les chercher dans ce qu'on appelle la mempool. C'est une memory pool, c'est une sorte de mémoire temporaire où il y a des transactions en attente de confirmation. Donc ces transactions-là, elles viennent d'où? Lisa va envoyer une requête au réseau. Donc quand je dis le réseau, c'est évidemment l'ensemble du protocole, c'est-à-dire tous les ordinateurs connectés, tout ça. Donc Lisa va envoyer une demande en disant est-ce que vous pouvez transférer ma propriété de ces 5 bitcoins-là qui sont écrits dans le registre. Donc dans le registre, c'est déjà marqué que Lisa a 5 bitcoins. Est-ce que vous pouvez marquer que maintenant, ils appartiennent à Marc? Donc elle va envoyer sa transaction, et cette transaction-là va arriver ici, une sorte de mémoire temporaire. Et les mineurs, ils vont les chercher dans cette memory pool-là, donc cette mémoire un peu temporaire, pour écrire les pages. Alors vous voyez que quand Lisa envoie les 5 bitcoins, elle arrive directement au numéro 2, elle n'arrive pas en bas. Parce que dans cette mémoire temporaire, les transactions ne sont pas classées chronologiquement. Ça pourrait arriver tout simple, j'envoie une transaction, j'arrive en premier, et la personne derrière arrive la suite des autres. Sur Bitcoin, les transactions elles sont classées par ordre de frais de minage. Alors c'est pas compliqué, on a dit qu'un bloc on pouvait mettre 2000 transactions. S'il y a 4000 personnes qui veulent faire 4000 transactions en cours, il y a une file d'attente qui se crée. Du coup, à un moment, les mineurs, ils se disent moi, je ne peux pas écrire toutes les transactions qui sont en attente. Je peux en écrire que 2000, il y en a 4000, il faut que je fasse une sélection. Il y a certaines personnes, des utilisateurs qui ne veulent pas attendre. Du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont associer à leur transaction des frais de transaction, des frais de minage, à destination des mineurs. Ils vont dire moi, si tu écris ma transaction en premier, je vais te donner des bitcoins en plus. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, ici, Paul est prêt à payer très cher pour que Lisa reçoive ses 0,2 bitcoins rapidement. Donc Paul arrive en premier et Lisa arrive en numéro 2, comme on l'a vu sur le schéma. Donc là, on a une évolution des frais de transaction. Alors, le prix ici, c'est en dollars. Alors évidemment, sur Bitcoin, il n'y a pas de dollars, c'est en Bitcoin. C'est juste une transcription, parce que sinon, ça représente à peu près à 100 000 satoshis. Ça ne représente rien pour personne, donc là, c'est le coût en dollars. Alors on voit comme les dérives, parce que quand on est arrivé à Noël, pendant la bulle Bitcoin, donc il y a un an, on arrivait pratiquement à 35 $ pour envoyer une transaction Bitcoin. Donc effectivement, c'était devenu un petit peu n'importe quoi. Ce qu'il faut voir, ce qui est important ici, c'est de voir qu'aujourd'hui, on est revenu à des taux extrêmement bas. Ça coûte aujourd'hui même pas 10 centimes pour envoyer une transaction Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce protocole-là, c'est un peu un organisme vivant. Il est toujours vivant. Il n'y a pas des règles définies
que tout le monde doit respecter depuis 10 ans, c'est qu'il y a des développeurs derrière, des gens qui mettent à jour le réseau, qui dit qu'il y a un problème. Bon, là, clairement, c'est un problème. Pour envoyer 10 euros, s'il faut en payer 35, c'est un problème. Ils ont fait des implémentations et des mises à jour protocolaires du réseau pour justement pallier à ce genre de choses. Donc là, la mise en place a été le Lightning Network, le Segwit, les Big Blockies, toutes ces choses-là, qu'on ne va pas aborder parce que c'est un peu compliqué. Donc, alors, les mineurs, ils vont choisir du coup dans la même pool pour sectionner leurs transactions, mais ce qui peut se passer, c'est comme on l'a vu, le réseau il est décentralisé. Il est répliqué partout. Donc, par exemple, il y a un mineur qui va se trouver en Australie, un autre en Afrique, un autre au Japon et un autre en France. Donc, forcément, ils n'ont pas forcément la même vision de ce qui se passe dans le réseau à ce moment-là. Donc, les versions peuvent varier. On voit par exemple ici que le mineur 1, le mineur 3 et le mineur 4, donc ces trois personnes-là, pour eux, la version des transactions à inscrire dans le registre, ça va être la version G qu'on voit ici. Donc tout cet ensemble de transactions-là. Pour le mineur 6, par exemple, lui, il ne voit pas la même chose, parce que, je ne sais pas, son ordinateur est un bug ou n'importe quoi, il ne voit pas la même chose, il voit la version Y. Bon, toutes ces transactions-là sont valides de toute manière. C'est juste lesquelles vont être inscrites en premier dans le registre ou non. Bon, si c'est le Y qui est choisi, c'est celles-ci qui vont être écrites dans la page 10, et après les autres vont être écrites dans la page 11. Donc ça ne change rien. C'est juste à un moment, il y a différentes versions possibles. Il faut que les mineurs se mettent d'accord sur une version. Donc à un moment, ils vont dire laquelle on choisit, lesquelles transactions vont faire foi. Pour ça, ça va faire appel à un consensus. Alors, le consensus sur Bitcoin, ça s'appelle la preuve de travail, le proof of work. On va voir qu'il y a différents types de consensus selon les blockchains. Sur Ethereum, on est sur le proof of stake, qui n'est pas encore implémenté. Il y a le proof of importance, plein d'autres types de consensus. Donc, sur Bitcoin, on est sur le proof of work qui fonctionne avec les fonctions de hachage. Alors là, ça va être un peu compliqué. C'est que la fonction de hachage déjà sur Bitcoin, c'est SHA-256. C'est juste une information. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de hachage? Une fonction de hachage, donc là, on a notre Mona Lisa magnifique. Donc, par exemple, une fonction de hachage, c'est une opération mathématique qui permet de produire un hash. Un hash, alors le terme exact, c'est un condensat cryptographique. Donc, entre guillemets, c'est une sorte d'empreinte, comme une empreinte digitale. Si vous faites une empreinte digitale avec votre doigt, vous êtes le seul à pouvoir produire cette empreinte, mais à partir de l'empreinte, on n'est pas capable de vous retrouver personnellement. Vous êtes qu'une partie, et l'empreinte n'est qu'une partie de vous-même. Donc là, on voit bien qu'on vient de faire une fonction de hachage sur Mona Lisa, sur notre Joconde, et on obtient donc ce résultat-là. Si vous faites toujours le même travail de compression, vous allez toujours obtenir cette image-là. Par contre, à partir de cette image-là, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Si on fait ce travail-là sur Bitcoin, donc là on remplace les lettres par des chiffres. Donc là, par exemple, on vient de hacher le mot Bitcoin, ça obtient 79. Donc je vais passer vite, je pense que le hachage, parce que ça va être un peu compliqué sinon. La composition d'un bloc, c'est que ça va prendre un peu de temps, enfin si je dois vraiment expliquer toute la fonction de hachage en détail, ça va prendre. La composition d'un bloc, il faut savoir que les blocs, alors on a les transactions, les hashes, ces éléments-là. Donc là, je vais passer, je pense quand même, ouais, là je vais passer beaucoup. Alors, comment rattraper là-dessus? Pour faire, il y a trois versions différentes de trois mineurs différentes. Il va falloir en choisir une. La version qui va être choisie, c'est le premier mineur qui va proposer au réseau un bloc qui est validé. C'est tout. Alors, le premier mineur qui arrive à proposer une version, qui arrive à proposer sa page ou son bloc qui est validé, ça va être le bloc qui va être choisi. La question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un bloc validé. Alors, un bloc qui est validé, c'est un bloc qui a fait un certain type d'opération, qui est donc la fonction d'hachage que je viens d'expliquer. Un bloc validé sur Bitcoin, c'est un bloc dont le résultat de la fonction de hachage, le hash, correspond à une target prédéfinie, qui est ce genre de choses. Alors, ouais. On va prendre un exemple très simple. On est à peu près une cinquantaine dans la salle. Je vais penser à un nombre entre 1 et 50. Si vous me donnez tous un nombre au hasard entre 1 et 50 et que ça vous prend une seconde, la probabilité que vous trouviez le nombre que j'ai en tête va prendre une seconde. Si j'ai envie que ça prenne 10 minutes, le réseau demande à ce que ça prenne 10 minutes. Je vais penser à un nombre entre 1 et 1000. Vous êtes 50, si vous m'énumérez tous un nombre aléatoirement toutes les secondes, ça va vous prendre au moins 5 ou 6 minutes à faire. Ce qui fait que plus il y a de mineurs, plus moi je vais rendre la difficulté plus grande. Et moins il y a de mineurs, donc ça veut dire qu'il y a une difficulté qui va être ajustée. C'est-à-dire que le réseau demande à ce que ça prenne toujours 10 minutes pour écrire la page pour des raisons sécuritaires. C'est-à-dire que c'est une preuve de travail. C'est-à-dire que si quelqu'un doit refaire ça ou doit falsifier le réseau, il doit faire le même travail-là. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais penser à un nombre ici entre 1 et 1000.
Ça va vous prendre 6 minutes pour deviner lequel j'ai en tête. Si quelqu'un essaie de falsifier le réseau, va venir dans la salle, et ben, s'il veut falsifier, il va falloir qu'il trouve le chiffre que j'ai en tête. Sauf que s'il est tout seul et qu'il doit trouver le chiffre que j'ai 1000, il va prendre 10 fois plus de temps que vous avez mis car vous êtes ensemble. Pour résumer. Donc les mineurs doivent essayer de trouver un nombre, doivent hacher leur bloc. Donc c'est ce qu'on appelle le hash rate, c'est-à-dire que la puissance de calcul, c'est la puissance de calcul cumulée de tous les mineurs. Donc les mineurs, ils ont une puissance de calcul aujourd'hui de 50 000 milliards de hash. Donc les ordinateurs du réseau sont capables de calculer 50 000 milliards de hash à la seconde. Donc juste pour dire, ils calculent des chiffres jusqu'à trouver un bon chiffre que le réseau leur demande. Et une fois que ce chiffre-là est trouvé, le bloc est validé et est soumis au réseau. Pour faire ça, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive, il doit calculer au moins 50 000 milliards de hash à la seconde pendant 10 minutes pour pouvoir reproposer le même bloc, ce qui est absolument impossible d'un point de vue énergétique pour une personne seule. Alors, ce travail-là, en 2010, c'est assez simple. C'est une bande de geeks dans un garage. Alors, ça ressemble à ça. C'est 3 disques durs branchés ensemble avec un petit ventilo. En 2014, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Donc là, je ne sais pas si la sécurité incendie est respectée, mais bon, on voit tous ces disques durs branchés, donc ces cartes graphiques branchées à ça qui computent du coup tous ces hash. Et en 2018, alors là, on est en pool en Chine, donc là, ça s'est carrément organisé. Donc là, on est carrément sur des hangars et des usines entières qui calculent tout le temps ces achats. Alors, il faut comprendre, ça consomme de fou. Enfin, ça consomme une quantité d'électricité absolument monstrueuse. Donc s'ils le font, c'est qu'ils ont un avantage à le faire. Donc là, on va voir un peu plus tard quel est l'avantage pour les mineurs de faire ça. Rapidement, alors, souvent, Bitcoin pollue. Alors, c'est purement personnel, mais j'estime que Bitcoin ne pollue pas. Par contre, il consomme. Alors, ça consomme énormément, certes, mais ça ne pollue pas. Ce qui pollue, c'est le système économique actuel dans lequel on est. Le capitalisme, le libéralisme, la production tout va, le fait qu'on pousse les gens à consommer, surconsommer, ce genre de choses. C'est le système économique actuel qui est une réelle pollution. Bitcoin ne fait que proposer une alternative à tout ça et va pouvoir permettre aux gens de rethésauriser leur argent et donc du coup de sortir d'un système complètement toxique. Alors oui, par exemple, on pourrait juste citer le trading à haute fréquence. C'est comme des machines qui s'amusent à parier sur le prix du riz par rapport à la météo au Kyrgyzstan à des fréquences de je ne sais pas combien de transactions à la seconde. C'est absolument monstrueux. Ça ne sert à rien, ça ne fait qu'enrichir des banquiers. Alors on voit ici l'évolution du taux de hachage dans le temps. Donc on voit qu'aujourd'hui il y a une grosse évolution de participation qui varie évidemment selon le nombre de mineurs. Moins il y a de mineurs, le taux de hachage descend. Plus il y a de mineurs, plus le taux de hachage augmente. Donc là, on voit les blocs qui s'enchaînent les uns aux autres. Donc on voit par exemple là, alors la fonction d'hachage, on a bien vu, on prend n'importe quelle donnée, on exerce un calcul mathématique dessus, on obtient une empreinte digitale de cette donnée-là. Donc les mineurs, ils vont essayer de changer leur donnée initiale pour trouver un hash, donc un résultat qui est demandé par réseau, qui respecte une certaine norme. Donc on voit que les blocs sont chaînés entre eux, c'est-à-dire que le hash là, donc ça c'est un chiffre, on va dire que c'est le chiffre 10, qui va se retrouver dans le bloc d'après. Une fois qu'on hash ce bloc-là, on va trouver un nouveau chiffre, on va trouver le chiffre 20. Si on modifie un des blocs, ça modifie celui d'après, ça modifie tout. Ce qui fait que le registre est infalsifiable, car forcément, si on modifie une seule des données postérieures, ça va modifier toutes celles qui vont arriver après. Donc on va voir que le fichier a été corrompu, donc il n'a pas été accepté par le réseau. Donc les mineurs, ils vont soumettre leur version des transactions. Donc là, le mineur 3, par exemple, lui, il a vu la version G. Donc lui, il va mettre, moi, c'est les versions G qui sont là. Il va aller prendre le chiffre qui est là, le numéro là, qui va le mettre ici. Le réseau va dire, il faut que tu me trouves un chiffre qui correspond à tel intervalle, donc un chiffre qui correspond à 5 ou 6 euros, peu importe. Et lui, il va devoir balancer des nombres aléatoirement jusqu'à trouver ce nombre-là. Au bout de 10 minutes, c'est fait. Donc on voit que le mineur 3, il a réussi à trouver ce hash-là. Donc toutes ces données, il a balancé les chiffres, il a réussi à trouver un hash validé par le réseau. Le bloc est validé et on voit que la transaction de Lisa qui est là, donc Lisa qui voulait envoyer 5 bitcoins à Marc qui était en attente, elle se vient inscrite dans le bloc. Donc la transaction est dorénavant inscrite dans la chaîne. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Très simplement, le bloc est donc chaîné avec les autres, donc le bloc est ajouté à cette chaîne de blocs. Donc on voit ici qu'il y avait le bloc N, le bloc T, W, et maintenant on a le bloc G avec des transactions. Ces transactions sont du coup la réalité et la vérité du réseau, donc c'est ce qui fait foi. Et donc forcément, le bloc il va être redistribué par toutes les personnes du réseau. Donc comme un fichier torrent, on va remettre à jour, tous les mineurs vont remettre à jour leur nouveau registre, donc ils vont rajouter leur bloc au registre.
Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle transaction qui est apparue ici. Donc, ça s'appelle une transaction Coinbase, qui, elle, ne vient pas d'utilisateur. Donc ça, c'est une transaction protocolaire qui vient du protocole Bitcoin. C'est une création monétaire. C'est-à-dire que le mineur qui a trouvé le bon bloc, alors il a dépensé une quantité d'énergie monstrueuse, on est d'accord. Donc en échange de sa participation et le fait d'avoir dépensé toute cette quantité d'énergie-là, le réseau va le remercier. Comment? Déjà, il va gagner les frais de transaction. Il va gagner tous les frais de transaction qui étaient associés aux transactions donc des utilisateurs. Bon, c'est pas énorme, mais vous savez que s'il y a 2000 transactions, ça peut cumuler, ça peut être pas mal. Par contre, il va surtout gagner 12,5 bitcoins qui, eux, vont être donnés par le réseau aux mineurs. Donc là, c'est une création monétaire. C'est vraiment la manière, et c'est l'unique manière dont les bitcoins sont créés. Les bitcoins sont créés à chaque bloc. Donc toutes les 10 minutes, il y a des nouveaux bitcoins qui sont créés et qui sont donnés uniquement aux mineurs. Après, les mineurs sont libres de les renvoyer à quelqu'un d'autre, de les transférer, ils peuvent les vendre, les échanger, ce genre de choses. Mais au début, donc tous les bitcoins, les gens qui ont des bitcoins ici, à l'origine, c'était un mineur qui l'avait à la base, qui l'a revendu, qui l'a réchangé, ce genre de choses. Donc on voit ici l'émission des bitcoins, donc qui est déflationniste, forcément. Donc au début du protocole, en 2009, on avait une émission de 50 bitcoins par bloc. Toutes les 10 minutes, il y avait une émission de 50 bitcoins. Premier point d'inflation, 50 bitcoins. Aujourd'hui, on est à 12,5. Non, on est toujours à 25. Je crois qu'on a passé peut-être les 12. Oui, on est toujours à 12,5. Et on va passer à 6,5 et ça va se diviser au fur et à mesure dans le temps. Jusqu'à arriver au nombre fini et purement arbitraire de 21 millions de bitcoins. Donc ça a été défini arbitrairement, mais il n'y aura pas jamais plus que 21 millions de bitcoins en 2140. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a déjà 16 millions de bitcoins qui ont été émis et qui sont en circulation. Alors forcément, quand on a une courbe comme ça, on a forcément envie de la mettre en relation avec celle du dollar, qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, le monde qui est en train de se battre, c'est ça. C'est d'un côté, on a un monde complètement avec l'hyperinflation exponentielle. Donc on a une explosion du dollar face à une sorte de déflation logarithmique où du coup on va essayer de tendre vers zéro. Donc d'un côté c'est un monde fini vers un monde où c'est toujours plus de production, plus de dettes, plus de choses. Ce combat. Maintenant on va voir l'utilisateur. Alors on va voir un peu la partie en détail, qu'est-ce qui se passe ici. Alors, je reviens, au début j'expliquais que sur Bitcoin on enregistrait les transactions. Donc Lisa envoie 5 Bitcoins à Marc. Alors, en réalité, à aucun moment sur le registre, ça va être marqué Lisa, Marc, Paul, Jean-Jacques. Il n'y aura aucun prénom. Ce qui va s'opérer sur Bitcoin, c'est une pseudonymisation des identités. C'est-à-dire que vous allez travailler, vous allez être associé à votre compte à travers un pseudo. Alors, très simplement, l'identité, c'est votre numéro de compte. Votre numéro de compte, c'est votre clé publique. Donc tout ça, c'est la même chose. Donc Lisa, elle n'existe qu'à travers son RIB. Donc son RIB, c'est Lisa, c'est son adresse. Quand on veut envoyer de l'argent à Lisa, on envoie de l'argent à sa clé publique. Alors, tout ça, c'est de la cryptographie. On va parler un petit peu cryptographie, donc grâce à Blake et Mortimer qui vont nous aider. Alors, la cryptographie, à l'origine, c'est du chiffrement symétrique. Alors, chiffrement symétrique, c'est très simple. On a une clé qui permet de chiffrer et déchiffrer. Alors, ça fonctionne très simple, sauf que d'un point de vue craquable, c'est très naze. Enfin, en 5 minutes, c'est cassable. Alors, un exemple très simple qu'on peut connaître, qu'on peut vous faire à l'école, c'est ce qu'on appelle le chiffre des Césars. Donc là, par exemple, un exemple de clé, symétrique, c'est par exemple le chiffre 3. Vous prenez 3, vous décalez tout l'alphabet de 3 lettres, vous obtenez un nouveau message, vous faites -3, vous décodez le chiffre. Donc c'est une même clé qui permet de coder, décoder, enfin chiffrer, déchiffrer, et pas encrypter. Alors ça, sur Bitcoin, on va utiliser un chiffrement qu'on appelle asymétrique. Donc là, on va utiliser les courbes elliptiques de Lamport. Donc c'est relativement complexe à expliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va fonctionner avec 2 types de clés. Une clé privée, donc qui est évidemment privée comme son nom l'indique, donc uniquement Marc va posséder. Donc là, sur un échange de messages entre Lisa et Marc, Marc va donner sa clé publique à Lisa. Lisa va chiffrer le message avec la clé publique de Marc. Le message est dorénavant absolument indéchiffrable. Marc va utiliser sa clé privée pour le déchiffrer. Alors, en détail, comment ça fonctionne sur Bitcoin? On va prendre la requête de Lisa. Lisa fait une requête d'envoyer 5 bitcoins à Marc. Elle va hacher son message. Elle va obtenir une empreinte du message, donc une sorte de compression de ce message-là. Elle va chiffrer ce hash avec sa clé privée et elle va obtenir un nouveau hash. Donc elle va obtenir un nouveau chiffre. Elle va associer sa demande, donc envoyer 5 bitcoins à Marc,
avec le hash de la transaction chiffrée, elle va associer ça et elle va obtenir une donnée certifiée qu'elle va envoyer à la même pool, à la memory pool. Les mineurs, ils vont voir cette transaction-là. Leur question, elle est très simple. Quand Lisa me demande d'envoyer 5 bitcoins à Marc, est-ce que c'est bien Lisa qui fait cette demande-là? Est-ce que c'est pas Paul? Et c'est bien savoir est-ce que c'est bien elle qui possède ces bitcoins-là et pas quelqu'un d'autre. Pour ça, c'est très simple. Ils vont dissocier le message. Ils vont mettre le message d'un côté et le hash chiffré de l'autre. Ils vont y faire la même fonction de hachage que Lisa a faite, donc ils vont obtenir exactement le même hash de sortie. Forcément, ils viennent de faire la même opération sur la même donnée. Ils vont prendre le hash chiffré, et ce qui permet de déchiffrer ce hash-là, c'est pas compliqué, il n'y a qu'une seule chose qui est capable de le déchiffrer, c'est l'adresse publique qui est mise en en-tête de requête du message. Donc en déchiffrant ça, si les deux hashes sont similaires, ça veut dire que c'est bien la personne qui a la clé privée qui est capable d'envoyer les fonds liés associés à la clé publique. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais bon, grosso modo, c'est safe. Donc là, on a l'ensemble du réseau à peu près fini. Donc on voit tous les différents acteurs. Les forks, je ne vais pas en parler parce que ça va être compliqué. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, si, ça quand même. Alors, il faut savoir, c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à Bitcoin, c'est la politisation du système. Le fait que ça peut être démocratique, politisé, et qu'on peut avoir sa version. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, le protocole, il est open source, il est ouvert, c'est du code. Chacun peut télécharger le code et peut l'avoir chez lui. Si vous estimez, vous téléchargez ce protocole-là chez vous, vous estimez que la version de Bitcoin actuelle ne vous plaît pas. Vous dites, moi, je suis désolé, mais 21 millions de Bitcoin, je trouve ça naze pour telle raison, ça serait mieux qu'il y ait 50 millions de Bitcoin, ou je pense que ce serait mieux que le code fonctionne de telle manière, que les blocs ne fassent pas 1 méga, mais en fassent 10, genre de choses. Vous pouvez très bien modifier ce code-là, vous mettre la version du code que vous voulez, et vous pouvez la rendre publique, et vous pouvez la proposer au système. Si les gens, les utilisateurs, estiment que votre version de votre protocole est meilleure que celle actuelle, ils peuvent s'amuser à utiliser votre version. C'est pour ça qu'il y a un système qui est démocratique, c'est-à-dire que c'est toujours la version qui a le plus de personnes qui l'apprécient qui remporte. Alors, il y a souvent des parallèles qui sont faits avec Linux, avec les 250 versions de Ubuntu, ou enfin, ce genre de choses. Donc là, on voit que, par exemple, un problème qu'il y avait eu l'année dernière, en août de l'année dernière, c'est-à-dire que les blocs arrivaient à saturation. Très simplement, c'est-à-dire que les blocs, toutes les 10 minutes, les blocs étaient saturés. Trop de transactions en attente, le réseau était saturé. Il fallait mettre à jour le protocole, il fallait trouver une solution. 2 écoles ont été faites en place. Il y a une école qu'on appelle les big blockies, ils se sont dit, bon, bah, tout simplement, si les blocs d'1 méga, il y a pas assez dans 1 méga pour remplir la transaction, on va passer à des blocs de 2 mégas, puis 4, puis 8, puis etc. Donc cette école-là, les big blockies, donc principalement suivie par Roger Ver, donc une personne très contestée, et qui est suivie plutôt principalement par les mineurs en Chine. Et de l'autre côté, il y a les développeurs qui ont dit non, une meilleure solution, c'est plutôt de enlever les métadonnées des blocs et du coup, donc voilà, 2 solutions pour résoudre un même problème. Ils se sont fait la guerre pendant 1 an, personne n'était d'accord, impossible de se mettre d'accord sur quelle version, comment on fait pour mettre à jour le réseau. Ben, c'est pas compliqué, la chaîne s'est divisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le 1er août 2017, les mineurs ont dit nous, on ne veut plus miner ça, le code ne nous plaît pas, on a changé le code et maintenant on mine ici. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, eh ben, ils avaient un Bitcoin de Bitcoin Core, donc la version développeur, et ils avaient maintenant un Bitcoin de Bitcoin Cash. Et la valorisation de ces bitcoins-là, évidemment, sont liées à l'offre et la demande. Donc si tout le monde pense que la version du code, la version de protocole est naze, bah, ça ne vaut rien. Donc comme Bitcoin Gold ou Bitcoin Private. Par contre, si les gens estiment qu'en fait cette version-là, elle est quand même pas mal, c'est quand même mieux, ce genre de choses, bah, Bitcoin Gold a une meilleure valorisation. Donc en fait, c'est juste une question d'offre-demande. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a une réelle politisation de la chose et que chacun peut s'approprier le protocole, le registre, peut participer à ça, mettre à jour, et que c'est bien un organisme vivant, donc tous les problèmes qui sont liés au protocole Bitcoin peuvent être résolus. Donc tout ce qu'on dit, oui, mais bon, 2000 transactions toutes les 10 minutes, c'est pas assez pour le système bancaire actuel, oui, mais bon, les solutions ont déjà été trouvées, par exemple avec le Lightning Network, on est déjà en train de régler ce genre de problème. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être mis à jour et transféré. Rapidement, il faut savoir qu'aussi, il y a une division actuelle, une fragmentation des différents acteurs. Donc à l'origine, en 2008, quand le protocole a été lancé, alors Nakamoto, Szabo, toutes ces personnes-là, Finlay, ils faisaient qu'un, c'est-à-dire que c'est eux qui développaient, qui avaient codé le protocole, c'est eux qui minaient des bitcoins et c'est eux qui se les envoyaient entre eux aussi. Et sauf que progressivement, on voit qu'il y a une fragmentation de ces différents acteurs par rapport à l'évolution du protocole et qu'aujourd'hui,
Les développeurs ne font qu'écrire du code, que les mineurs ne font que miner des bitcoins, de les gagner et de les revendre après sur les places de marché. Et les utilisateurs s'envoient les bitcoins entre eux. Bon, je ne suis qu'un utilisateur, je ne fais que envoyer des bitcoins l'un aux autres. Des amis qui sont que des mineurs, ils ne font que miner des bitcoins. Donc on a une fragmentation des différents acteurs auxquels on pourrait rajouter les corporations, donc les plateformes de trading, Coinbase, alors pas la transaction Coinbase, mais Coinbase, la société qui vend et qui gère ce genre de choses, les wallets, donc on pourrait parler de toutes ces sociétés-là. Petite image pour finir, assez drôle, donc un peu dur à trouver, où on voit par exemple David Chaume ici, avec Nick Szabo sur la même photo. Alors j'insiste sur Nick Szabo que, bon, si ça devait être si Nakamoto devait être quelqu'un, ce serait sûrement Szabo, ou peut-être Finlay, mais selon les débats. Alors Szabo, j'invite à aller sur son blog Unumerated, qui est vraiment passionnant sur l'histoire de la monnaie et sur l'histoire des monnaies primitives, où il a vraiment une très très grande connaissance de ces sujets-là. C'est vraiment passionnant. Donc je vous invite à aller voir son site. D'ailleurs, il est très présent sur Twitter aussi. Et je vous remercie. Alors, je crois que j'ai réussi à être dans les temps, exceptionnellement. C'est incroyable. Ce matin, en 2 heures, ça n'a pas passé. Mais donc voilà. Donc, Merci Guillaume. merci. C'est pas facile d'expliquer la blockchain en 30-40 minutes. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous pouvez comparer ce qu'a fait Guillaume avec ce qui est en ligne. Voilà, il y a aussi des problèmes de représentation qui ne sont pas simples à régler. On pourrait toujours faire mieux, mais c'est déjà un premier travail intéressant.